Les amis, bienvenue dans Parole de coach. Aujourd'hui, on a une nouvelle thématique et vous le savez, dans Parole de coach, on est là pour parler de l'univers du coaching, mais pas que, des thérapeutes, des psys et justement de parler de tous les métiers de l'accompagnement qui permettent à l'humain de progresser. Qu'est-ce qui fait que certains clients ne changeront jamais, même avec le meilleur coach du monde? Alors, euh, il y a effectivement des problématiques qui peuvent parfois être très très profondes et qui ne nécessite peut-être pas du coaching, mais peut-être de la thérapie, c'est-à-dire thérapie psy, psychanalyse, psychologie, tout ce qui est en lien aussi peut-être avec les émotions et parfois justement des blessures profondes au niveau émotionnel. Parce que au niveau de ces personnes, quand le travail est trop profond, c'est pas le coaching qui est nécessaire pour ça. Là, ici, on va regarder, on va aller justement sur un travail de changement. Donc, ça risque de demander à la personne un changement identitaire, de renoncer en fait à une partie de son identité qui peut parfois inconsciemment créer des problèmes et créer vraiment beaucoup de friction émotionnelle. Par exemple, j'ai une règle assez simple, c'est que dès qu'une personne vient et commence à me parler de viol, commence à me parler de choses vraiment hors du commun, en fait, tout ce qui touche aux attouchements, aux agressions, je pourrais me la jouer de Tony Robbins, dire oui, t'inquiète pas, on va aller regarder ça ensemble, etc. Mais en fait, c'est pas ma fonction. Moi, mon rôle, c'est simplement en tant que coach de pouvoir justement regarder ce qui se passe maintenant et construire le futur, alors que là, la personne a besoin, pour ce genre de trauma profond, d'aller voir un psy, de réparer ce qui s'est passé avant. Je pourrais le faire avec des outils de PNL, aller dans la profondeur, faire beaucoup de choses là-dessus. Mais aujourd'hui, je préfère rester dans une zone qui est la mienne, qui est plus de créer de la performance et d'amener les gens justement à mieux reconnecter leurs ressources, parce que là, c'est pas du tout le même travail. Et l'idée, c'est que en fonction de la spécificité de votre accompagnement, si vous êtes un expert justement de ces genres de sujets, trauma profond, viol, violence, etc., là, vous avez des outils, et peu importe la formation que vous avez pris, psy, etc., mais vous devez avoir des outils pour ça. Et moi, quand je sens que j'ai pas les outils, je préfère justement passer la main, recommander à quelqu'un d'autre, cette personne, aller voir quelqu'un d'autre, et faire en sorte que justement, la personne se retrouve entre de bonnes mains. L'idée ici, c'est simplement aussi de remettre aussi l'église au centre du village par rapport à ce que vous êtes capable de faire et ne pas jouer aux apprentis sorciers avec des personnes sur lesquelles vous n'avez pas les bons outils. Et ça, c'est vraiment une histoire d'outillage et de là où vous êtes positionné. Et c'est à partir des outils que vous avez que vous devriez commencer à réfléchir à ça. Ensuite, ces personnes, il faut revenir aussi au fait que les personnes qui ont des traumas profonds, alors pas que les traumas profonds, mais euh, qui n'ont peut-être absolument pas de trauma profond, mais qui sont dans une espèce de vacuité en fait au niveau de leur identité et peut-être de leur recherche, eux, ils vont peut-être simplement regarder le bénéfice secondaire du problème qu'ils ont parce qu'il est plus fort que le bénéfice du changement. L'idée, c'est qu'il y a des personnes qui préfèrent rester des victimes, par exemple, et recevoir de l'attention plutôt que de faire un effort et sortir de cet état de victime et impulser le changement en eux pour changer leur vie. Et souvent, quand une personne a vécu ça trop longtemps, elle voit cette identité finalement confortable parce qu'à chaque fois qu'elle la présente aux autres, elle reçoit de l'attention, on s'occupe d'elle, etc. Souvent, ces changements-là sont aussi tellement profonds que la personne, ça va lui coûter plus de changer que de rester là où elle est. Et c'est souvent en fait ce bénéfice secondaire qui fait que les personnes ne vont pas bouger, vont rester là où elles sont. Ensuite, il y a certains clients qui viennent simplement pour être compris. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer. C'est que, il y a des personnes qui, peut-être dans leur vie, n'arrivent simplement pas à exprimer les choses. Et des fois, le simple fait de venir dans un coaching, dans un accompagnement, simplement pouvoir dire, oui, en fait, j'ai fait ça ou j'ai dit ça et je veux ça, etc. Le simple fait de vider leur sac simplement pour être compris, mais pas pour changer, ça, justement, c'est aussi des personnes
qu'on ne peut pas aider en coaching parce que le coaching impulse forcément en fait des changements et va impulser en fait des challenges qui doivent être mis en concordance avec les ressources de la personne. Et si la personne ne veut pas le faire, bah, on ne peut pas le faire à sa place. Et donc, si la personne, elle est juste là pour être comprise, juste pour poser en fait ce qu'elle a à l'intérieur, bah ça en fait, c'est pas du coaching. C'est simplement aller parler avec un pote ou une amie et puis vider son sac et ça fait du bien. Et l'idée ici, c'est que chaque fois qu'on est dans cette quête d'être écouté, c'est qu'on veut simplement jouer à des jeux psychologiques. On en avait parlé dans une autre vidéo, c'est les fameuses relations toxiques du triangle de Cartman, persécuteur, sauveur, victime. Et à chaque fois qu'on veut ça, bah, on veut simplement jouer à des jeux psychologiques. Donc là, on n'est plus du tout non plus dans le coaching. Ensuite, il y a aussi des personnes qui viennent me voir, et ça m'est encore arrivé le mois dernier. La personne, elle a une entreprise qui tourne, elle a une vie de famille stable, elle est bah, plutôt contente de ses revenus. Bah, elle vient me voir, elle me dit, ouais, apparemment tu coaches, ouais, ça m'intéresse, ouais, on peut regarder. Mais en fait, il n'y a pas un niveau de douleur suffisant pour que cette personne puisse prendre un coaching. Pour la simple et bonne raison que chaque fois qu'on vit en fait des contextes de vie où on est vraiment dans un stress sévère et prolongé, quand par exemple, je donne un exemple que tout le monde connaît, mais quand on vit une séparation ou un deuil, bah, la douleur est tellement forte que on se dit, putain, mais là, je peux pas rester là-dedans, il faut que je me fasse aider. Et l'idée, c'est que dans des moments de stress sévère et prolongé, c'est là où justement se faire accompagner prend vraiment son sens. Mais si vous êtes dans une zone de confort et que vous avez vu juste, ah, j'ai vu passer un coach, eh ben, je vais peut-être aller lui parler, puis on va voir ce qui se passe. Ça n'ira pas plus loin qu'une discussion parce que derrière, en fait, la douleur n'étant pas assez forte pour vous, vous allez rester en fait dans votre zone de confort que vous allez peut-être élargir justement avec la compréhension de ce que le coach va vous apporter, mais vous n'allez pas en bouger. Et ça, c'est pas une raison suffisante pour déclencher un changement intérieur et pour déclencher l'activation des ressources qui permettent d'aller apporter ce changement. Donc, chaque fois que vous avez un niveau de douleur qui n'est pas assez important, bah, attendez que ça le soit. Et c'est un peu le concept aussi, c'est que on fait appel à du coaching quand justement on est dans des situations de stress sévère et prolongé. Et dernier point, et je m'arrêterai là-dessus, euh, c'est des clients, en fait, qui, en fait, pour faire simple, le client, s'il n'a pas une fenêtre de changement, c'est-à-dire que s'il n'a pas un stress externe ou un contexte de vie instable, c'est c'est paradoxal ce que je dis, mais il faut qu'il y ait un déclencheur de ce type-là pour que ça déclenche le changement. Et c'est souvent un peu ce que je rencontre en fait, c'est un peu la stratégie de la grenouille dans l'eau chaude. Tu sais, quand tu mets une grenouille et que tu chauffes l'eau comme ça graduellement, la grenouille en fait au départ, elle est là, elle sent que l'eau est en train de bouillir, mais elle bouge pas. Donc elle attend, elle attend, elle attend. Et moi j'appelle ça justement le mode avion. C'est-à-dire que dans notre vie, on a pris tellement l'habitude de presque banaliser en fait les niveaux de stress ou les niveaux d'agression psychologique qu'on reçoit, que finalement on est un peu comme cette grenouille, la température elle monte et au final la grenouille elle se rend pas compte qu'elle est en train de cuire. Et l'idée, c'est que les déclencheurs externes devraient nous alerter, mais aujourd'hui, et en grande partie aussi à cause des réseaux sociaux, on a une grande partie de notre vie qui passe en mode avion, en scrolling permanent. Et c'est ça qui crée en fait finalement cette espèce de vacuité un peu comme la grenouille, alors que on devrait avoir des espèces de shoots comme ça d'adrénaline qui nous font bah, sortir de cet état-là. Et ces états externes, bah, on en a besoin et c'est ces déclencheurs-là qui permettent d'aller impulser le changement. Et je sais que c'est paradoxal, mais on est souvent obligé d'attendre une limite de stress extrême pour pouvoir faire les choses. Et c'est ça le déclencheur. Mais la plupart du temps, on est en mode avion, donc on s'en rend même plus compte.
Donc ça, c'est vraiment aussi un facteur qui va déclencher un accompagnement et qui fait que bah, certaines personnes ne sont pas accompagnables là-dessus parce qu'elles sont dans un mode avion et on peut rien pour elles, quoi. Je me permets d'interrompre cette vidéo quelques minutes parce que si vous êtes coach, thérapeute ou dans les métiers de l'accompagnement, on a préparé une ressource avec mon partenaire Jérémy Coleman pour apprendre à trouver des clients premium sans forcer de façon alignée. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo pour obtenir la ressource sur Instagram. Et moi, je vous dis à très vite. Comment cadrer du coup dès le départ la possibilité de non-résultat? Alors, ça, c'est ce que j'appelle moi le cadrage de départ. Mais il faut le faire dès le premier appel. C'est-à-dire que l'idée, c'est de poser vraiment les bases de c'est quoi le coaching. Le coaching fonctionne si et seulement si tu es prêt à agir entre les séances. L'idée, c'est que la plupart du temps, quand on pense au coaching ou aux thérapies psy ou autres, on pense, ah bah je vais me poser sur le canapé, je vais écouter, on va parler et c'est cool. Et je fais rien entre les deux. Alors qu'en fait, dans le coaching, on a vraiment une dynamique d'action. Et on donne des missions, on donne des étapes à atteindre, on donne des objectifs à atteindre. Il y a un vrai engagement à l'action qui est dans le coaching et justement dans cette dynamique d'aller de l'avant. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'on ne veut pas en fait agir, bah là, on est simplement en fait dans une dynamique où on est, on reçoit de l'information, mais intérieurement, on l'intègre pas et émotionnellement, ça nous touche pas pour suffisamment passer à l'action. J'aime bien cette théorie de Tony Robbins qui le répète dans tous ses contenus, c'est que ce qui nous fait bouger, il faut se rappeler de ça, c'est l'émotion. E-motion. En anglais, c'est le E en fait qui se dit E, et motion, c'est action. Et l'idée, c'est qu'on est drivé par nos émotions quand on agit, et tant qu'on ne ressent rien, on ne peut pas agir parce que l'émotion ne nous pousse pas à agir. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure dans les niveaux de stress. On a besoin d'un déclencheur de stress qui crée un pic d'adrénaline qui nous fait peur, mal ou quoi que ce soit d'autre, qui permet en fait à l'action d'arriver. Mais c'est vrai que tant qu'on reste là, dans cette vacuité où on fait rien, on bouge pas, etc., bah, entre les séances de coaching, il se passe rien et votre vie ne change pas et ce que vous vivez à l'intérieur non plus ne change pas. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de poser certaines questions comme la question, moi j'aime bien cette question de l'échelle, des échelles d'intensité par exemple, poser des questions directes pour que la personne puisse se projeter aussi dans l'action. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, euh, à quel point tu veux vraiment changer, par exemple, le fait de manger du sucre. Quand une personne va dire, bah ouais, je suis addict au sucre, etc., ben, on va mesurer avec elle quel est justement le niveau d'intensité pour elle, à quel point elle est déterminée, elle a envie de changer pour justement aller de l'avant et se débarrasser du sucre et revenir à un corps sain. Et l'idée, c'est que chaque fois que la personne nous dit pas 10, qu'elle n'est pas au taquet pour y aller, bah on va questionner. Bah là, tu m'as dit par exemple 7 ou 6. Qu'est-ce qui fait que tu es à 6 et de quoi tu aurais besoin pour que tu sois à 10 et que justement tu passes à l'action. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si le niveau d'engagement et d'intensité n'est pas là, ben, là, on se remet, nous, en tant qu'accompagnants, dans une posture de sauveur et on va pousser l'autre à aller chercher le 10, et, etc. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. L'idée, c'est de savoir, en fait, quels vont être les leviers qui vont permettre à la personne d'activer ses ressources pour aller chercher ça. Et c'est souvent là-dessus qu'on a le plus de brouillard, en fait, au départ. Quand ça, au départ, dans l'accompagnement, au premier appel, on n'a pas posé ce cadre-là, bah, la suite, elle va être du même niveau. Il va y avoir du flou, il va y avoir des incompréhensions et on risque de ne pas bien accompagner les clients. Et la plupart du temps, les coachs qui viennent me voir justement pour revoir ces méthodes de cadrage, parce que moi j'ai mis des méthodes au point là-dessus, et souvent ils sont perdus là-dedans parce qu'ils n'ont pas su bien cadrer dès le départ tout ça, et ils n'ont pas su mesurer en fait l'intensité et où ça se passe pour le client. Et c'est souvent là-dessus que je fais le travail avec eux, de revenir au cadre de départ et
presque justement, ça c'est un autre point, inclure ça dans le contrat écrit. Et quand c'est écrit, vraiment tout détaillé, voilà pourquoi on est là, voilà le niveau d'intensité, ce que tu m'as dit, etc. Et reprendre mot pour mot vraiment ce que le client a dit. Et autre point important, c'est vraiment être transparent et honnête parce que l'idée, c'est pas de promettre monts et merveilles. L'idée, c'est de bien comprendre qu'on accompagne de l'humain. Et l'humain, comme on l'a dit dans une autre vidéo, il est variable. Un client peut arriver et avoir un jour où il est super au top et un jour où il va super mal. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'être honnête sur je ne peux pas garantir de résultats, je peux garantir un cadre et les résultats dépendent de toi. Parce qu'en fait, le cadre, c'est les outils, les moyens, tout ce qu'on apporte au client. Et ensuite, il appartient au client justement d'agir avec tout ce qu'on lui apporte. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que vraiment la manière dont le client l'intègre à ce moment-là, c'est dès le premier appel, lui redonner de la force et de la responsabilité. Et c'est ça qui va faire que le client va pouvoir s'engager. Et une question que je trouve très pertinente aussi, c'est pour détecter justement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le déclencheur de douleur, c'est lui poser cette question qui est vraiment en deux mots, mais qui est vraiment importante, c'est pourquoi maintenant? C'est-à-dire que la personne, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle veut commencer ce travail? Et là, il y a deux choses. On va tester sa réalité, c'est-à-dire où est-ce qu'elle se positionne dans sa vie, à quel niveau elle met ce besoin du changement, l'importance de ce besoin de changement dans sa vie, et surtout déterminer sa motivation à agir. Parce que si la personne n'est pas décidé et motivé à agir, bah derrière, il y a encore le risque que ce soit le coach qui porte tout et qui la pousse pour agir, etc. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut et cette question, elle permet de clarifier ça. Pourquoi maintenant? Pour tester la réalité du client et sa motivation pour passer à l'action. Qu'est-ce que ça implique sur le choix de ses propres clients en tant que coach? Alors là, en tant que coach, il va falloir apprendre à sélectionner ses clients sur leur niveau d'engagement et pas seulement sur leur budget. Et j'ai fait cette erreur au début. Au début, je me disais, bon, bah, ça arrive souvent, tu sais, quand on commence. Et je me disais, bon, bah, j'ai besoin de rentrer du cash, j'ai besoin de nouveaux clients, vite, 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 faut que je fasse de l'argent. Et mon intention était au mauvais endroit, donc j'étais complètement omnibulé par rentrer de l'argent, faire du chiffre, etc. Et c'est une grosse connerie, puisque en fait, on est dans les métiers de l'accompagnement, on est tourné vers l'autre, donc on veut surtout d'abord créer ce niveau d'engagement avec l'autre pour lui montrer qu'on veut l'accompagner. Et en fait, l'idée là, c'est pas notre niveau d'engagement qu'il faut aller tester, et ça, je l'ai compris justement après m'être trompé sur pas mal d'accompagnements où on doit apprendre à sélectionner le client sur son niveau d'engagement, à lui à passer à l'action. Et en fait, j'ai eu une fois un client, enfin un prospect, parce que je l'ai refusé, qui est venu me voir en disant, bon bah ok, voilà, voilà ma problématique, voilà ce que je veux, alors qu'est-ce que toi tu peux m'apporter et qu'est-ce que tu vas faire pour moi? À partir du moment où j'entends ça, pour moi c'est déjà un gros red flag. Je lui explique évidemment, bah voilà, en fait, ça marche pas comme ça. Déjà, moi, je suis pas là pour faire les choses à ta place, etc. Et à partir du moment où je suis obligé d'expliquer ça, c'est que déjà la personne, elle n'a pas le niveau de conscience pour comprendre en fait ce qu'est le coaching. Donc souvent, ce que je lui demande simplement d'aller voir ce que c'est le coaching, parce que la plupart du temps, les personnes qui sont dans ces niveaux de conscience et qui n'ont pas conscience de ce qu'est le coaching, c'est qu'elles ont simplement, elles sont simplement là par curiosité pour voir ce que tu proposes, comment, combien, etc. Et ça n'a aucun intérêt. Donc, déterminer avant tout le niveau d'engagement du client, c'est déterminer justement par quoi ça va passer par son niveau de conscience et ne pas simplement regarder justement le client d'un point de vue pécunier et de l'argent qu'il va amener. Et ça nous amène la deuxième problématique. Puisque quand on est sous pression financière, qu'on a besoin de rentrer l'argent, on sait qu'il y a les factures à payer, on sait que c'est un peu le tout ou rien et que c'est le client ou le prospect de la dernière chance. Chaque fois qu'on rajoute de la pression financière, on oublie d'apprendre à dire non à quelqu'un qui n'est pas prêt. Et l'idée ici, c'est que chaque fois qu'on dit non à quelqu'un qui n'est pas prêt, on lui rend service et on se rend service à soi-même.
Parce qu'en fait, une personne qui n'est pas prête à s'engager, à s'investir pour son changement, elle va vous apporter des frictions, des remises en question, et elle va vous apporter aussi vous-même des croyances limitantes sur vos capacités à accompagner les gens. Et ça remet tout votre monde en question. C'est une grosse connerie. Apprendre à dire non, c'est la première des choses, et c'est aussi un gage de qualité puisque la personne verra que vous ne prenez pas n'importe qui et que vous êtes capable de refuser des gens. Et souvent, ça c'est au début, tu sais, quand on se lance, on a vraiment des difficultés à dire non. Et c'est normal parce qu'au début, on veut que tout, tu sais, on veut en fait vite rentrer de l'argent, essayer avec des clients en bêta-test de tester notre offre, le coaching, etc. C'est normal, mais bien mesurer aussi le niveau de conscience de la personne, de savoir si elle est engagée à agir, ça c'est le plus important. Parce que oui, vous pouvez faire des tests, mais uniquement avec des personnes qui sont engagées à passer à l'action sur ce que vous leur donnerez à faire comme travail. Et donc, l'autre point qui va apparaître, c'est justement de regarder, de commencer à faire un espèce de profiling, tu sais, des personnes que tu as reconnues qui étaient prêtes à montrer qu'elles avaient des capacités à agir dans leur vie. L'idée, c'est que quand tu trouves ce premier client idéal, on va parler de client idéal, tu sens qu'il est aligné, tu sens que tout ce que tu lui donnes, il va à fond, il le fait à fond. Et derrière, tu vois des résultats, parfois il tombe et tu le relèves, et tu lui apportes les outils pour qu'il se relève, et derrière, en fait, tu vois qu'il continue à avancer. Ce client idéal, en fait, il a une espèce de fil rouge, tu sais, de comportement, de façon de parler, de capacité ou de ressources qu'il active. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est ce que j'appelle la fiche d'avatar. Alors moi, j'ai ça depuis 10 ans et quasiment chaque semaine, au moins une fois par semaine, j'écris une phrase ou une chose qui a montré que mon client, je lui ai donné quelque chose et il a agi. Et en fait, chaque fois que j'écris une phrase sur son contexte, comme par exemple, un de mes clients n'arrivait pas à augmenter, à faire x2 son budget pub parce qu'il avait peur de perdre sa trésor, en fait, à partir du moment où il m'a dit, mais en fait, c'est mathématique, j'ai compris, chaque fois que je mets plus, c'est-à-dire deux fois plus, je sais où activer pour que la pub me rapporte. Et en fait, j'écris cette phrase et là-dessus, je vois en fait le fil conducteur de ce qui a marché pour lui pour l'accélérer et pour lui amener en fait des résultats derrière. Donc, votre client idéal, à l'entrée dans votre programme, dans votre accompagnement, vous devez apprendre à détecter justement ce fil rouge, ce fil conducteur de ses comportements, de ses mots, de ses capacités. Et plus vous apprenez à les reconnaître, plus à l'entrée, la sélection est beaucoup plus fine et comme ça, vous aurez les bonnes personnes. Et franchement, c'est souvent ça qui fait le filtre à l'entrée. Si le cadre et le filtre est bien mené, derrière, vous avez beaucoup moins de clients problématiques. C'est des clients en fait qui vont être alignés avec vous. Ensuite, le dernier point, et ça rejoint un peu ce que je te disais, tu sais, sur l'argent, c'est un client qui n'est pas prêt au prix à payer. En fait, le prix à payer, c'est l'énergie que la personne va mettre pour créer le changement et l'énergie que ça va lui coûter donc sur aller se faire face à lui-même, regarder ses blessures, regarder ses contradictions, regarder ses extrapolations sur qui il est, comment il vit, etc., sortir de ses propres jugements et donc se faire face. Souvent, ce travail d'introspection coûte beaucoup trop cher à la personne et il faut une certaine force et une certaine abnégation pour aller au-delà. Et la personne, si elle n'est pas prête à ça, derrière, en fait, ça veut dire qu'elle n'est pas prête non plus à venir bosser avec vous. Et ensuite, le deuxième aspect là-dedans, c'est l'aspect financier. Parce que un accompagnement de ce type-là a un prix et si la personne n'est pas prête à payer le prix, elle doit être prête à payer le prix de rester dans l'état dans lequel elle se trouve. Et c'est souvent en fait la distinction entre les deux sur lequel on peut faire un amalgame. Et nous, en tant qu'accompagnants, se dire, ah oui, mais elle est prête et en même temps, elle n'a pas les moyens, etc. Ne pas tout mélanger là-dedans, mais bien faire attention que même si financièrement la personne a les moyens, mais qu'elle ne passe pas à l'action, derrière, pour vous, ça va être un calvaire justement d'accompagner parce que vous jouerez au jeu de sauveur, persécuteur, victime. Et ça, c'est vraiment dangereux pour vous et votre business.
Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cet épisode de Parole de coach. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez cette même vision justement sur la manière d'accompagner et je réponds à tous les commentaires que vous mettrez. Et d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve dans un prochain épisode dans Parole de coach. À très vite.